La vie d'un cheval est marquée par des modifications du caractère et du comportement, ce qui est tout à fait naturel et normal. Durant les premiers mois de leur vie, les poulains passent la plus grande partie de la journée à dormir et à se reposer aux côtés de leur mère. Leur consommation d'énergie est donc plutôt basse, proportionnelle à leur activité physique assez limitée. Cela leur permet de mieux métaboliser le lait qu'ils ingèrent, favorisant ainsi une croissance rapide. C'est d'ailleurs lors de ces premiers mois de vie que la prise de poids quotidienne est la plus importante chez les poulains. En revanche, leur comportement ne nous donne que peu d'indications sur leur futur tempérament. En effet, les poulains sont généralement plutôt tranquilles, n'ayant pas encore été exposés à de véritables situations dangereuses. Ils sont assez lents et leurs foulées manquent encore de coordination. Ils font aussi preuve de beaucoup de curiosité, désireux de découvrir et de se familiariser avec l'espace qui les entoure. Quant à la peur, c'est un sentiment qui leur est encore inconnu. Ce n'est que vers l'âge de 3 ou 4 mois qu'ils commencent à interagir avec le reste de la harde. Ils jouent avec les autres poulains et affirment petit à petit leur propre caractère. Ils cherchent même parfois à téter d'autres mamelles que celles de leur mère, au risque de recevoir au passage un joli coup de pied. Ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se déplacent, car ils ont appris à développer leur coordination motrice. Les courses se transforment en jeux de poursuite qui leur permettent de prendre conscience aussi bien de leurs possibilités que de leurs limites. Leur silhouette permet déjà de se faire une idée de leur future conformation. Entre leur 7e et leur 8e mois, les poulains sont généralement prêts à être sevrés et donc séparés de leur mère. Mais leur caractère, lui, n'a pas tellement évolué depuis leur naissance. Une fois sevrés, ils passent le plus clair de leur temps à manger, jouer et courir. Leurs muscles doivent encore se développer et leur structure osseuse se fortifier, car les poulains ne se nourrissent plus du lait maternel. Après les jeux et les courses-poursuites, ils passent de longs moments immobiles, allongés ou debout, pour se reposer et compenser ces dépenses d'énergie. Lorsqu'ils vivent dans une harde, les poulains choisissent généralement un cheval adulte comme guide. L'expérience des plus grands constitue en effet un gage de sécurité et les poulains s'attachent donc très rapidement à celui qui les protège et les laisse intégrer le groupe. La plupart des poulains atteignent l'âge d'1 an au printemps, lorsque les températures remontent et que les pâturages redeviennent riches et abondants. C'est la période des premiers instincts sexuels. À ce stade-là, l'appareil reproducteur des poulains, désormais appelé yearling, n'est toutefois pas encore complètement développé, même si les hormones commencent déjà à se diffuser dans l'organisme. Les poulains les plus précoces affichent leur masculinité à travers des simulacres de combat et des tentatives de saillie. En revanche, au même âge, les pouliches ne sont, elles, pas encore perturbées par leur instinct sexuel. À cet âge, les postérieurs sont souvent plus développés que les antérieurs, conférant à la silhouette des poulains un léger déséquilibre. Vers l'âge de 18 mois, à la fin de l'automne, les premiers signes de maturité sexuelle apparaissent chez les pouliches. Théoriquement, elles peuvent donc avoir leur première chaleur, à condition toutefois d'avoir été bien alimentées jusque-là. Il est conseillé cependant de les protéger des mâles pendant cette période. Bien que déjà fertiles, il est encore un peu tôt pour les mettre à la reproduction. Cela pourrait en effet bloquer ou retarder la mise en place ainsi que le bon déroulement de leur cycle sexuel. Lorsque les poulains atteignent l'âge de 2 ans, leur structure osseuse est prête à supporter davantage de poids et l'on assiste simultanément à une augmentation de leur masse musculaire. Au cours de leur 3e année, la silhouette et la stature des poulains n'évoluent guère, même si le thorax, le bras, les postérieurs, le poitrail, ainsi que les os continuent de se développer pour atteindre leur taille définitive. À 3 ans, les poulains manifestent davantage de signes de nervosité et de méfiance. Ils sont par exemple facilement effrayés par des bruits inconnus et la séparation des espaces peut les angoisser. C'est à cette période de leur vie que le tempérament des poulains s'affirme véritablement, tandis qu'ils apprennent à s'imposer dans la hiérarchie du groupe. C'est un peu l'adolescence des chevaux. Ensuite, une fois adultes, les chevaux sont souvent plus tranquilles, ayant assis leur autorité sur le groupe et gagné le respect des jeunes mâles. Après de longues années de travail ou de sport, les chevaux souffrent des articulations.
À l'état sauvage, ce sont les prédateurs qui profitent de la faiblesse et de la lenteur des vieux chevaux. Cette loi de la nature permet aux plus jeunes de survivre. Il est donc toujours précieux de connaître les différentes étapes et manifestations du développement d'un cheval, car cela permet justement de ne pas les entraver ou les modifier. Toutes les espèces animales, sans exception, ont évolué dans le temps afin de s'adapter aux altérations de leur environnement, dont l'homme est encore aujourd'hui le principal responsable. Les espèces qui n'ont pas réussi à s'adapter se sont éteintes. Les chevaux n'échappent pas à la règle. De l'Éohippus au spécimen d'aujourd'hui, ils ont évolué, modifiant aussi bien leur taille ou leur table dentaire que le nombre de doigts reposant sur le sol, passant de 4 doigts à un sabot unique, caractéristique du cheval actuel. Ils se sont ainsi progressivement adaptés à un mode de vie qui leur a permis de survivre dans un environnement hostile peuplé de prédateurs. On ne sait pas précisément à quel moment l'homme a commencé à utiliser et domestiquer le cheval. Ce qui est sûr en revanche, c'est que depuis ce jour, le cheval a dû s'adapter et faire évoluer son mode de vie en passant de l'état sauvage à une vie domestique ou en captivité. Ensemble, l'homme et le cheval ont alors uni leurs forces pour conquérir de nouveaux territoires, apprenant progressivement à cohabiter. La nature a également contribué à ce rapprochement. Les chevaux des steppes ont par exemple développé de meilleures capacités d'adaptation à la vie avec l'homme que les chevaux des régions montagneuses, plus habitués aux reliefs accidentés. Malgré tout, le mode de vie et l'alimentation des chevaux sont restés longtemps très authentiques, comme l'espèce elle-même du reste. Les chevaux se sont pendant très longtemps nourris uniquement d'herbes, de plantes, d'arbustes et de broussailles, dont l'offre quasiment permanente leur a permis de survivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'estomac des chevaux ne s'est jamais agrandi ou transformé comme celui des ruminants. Mais la cohabitation avec l'homme a entraîné des changements considérables, obligeant les chevaux à modifier leurs habitudes. En effet, si en liberté, ils avaient tout loisir de se rouler par terre pour se frotter et se gratter, ce n'est plus le cas au box ou lorsqu'ils sont menés en main par l'homme. À l'état sauvage, les chevaux marchaient et se déplaçaient tant qu'ils voulaient, ce qui n'est évidemment plus le cas en captivité. Ils mangeaient quand ils en avaient envie, et surtout quand ils avaient faim. Aujourd'hui, les chevaux vivant au box doivent attendre leur ration de nourriture pour satisfaire ce besoin. Petit à petit, l'homme s'est ensuite mis à sélectionner chez les chevaux des caractéristiques qui jusqu'alors ne s'étaient pas révélées indispensables, telles que la vitesse, le tempérament ou la capacité d'adaptation à la vie en écurie. Ainsi, les croisements opérés entre les races originaires du continent africain et asiatique ont vu apparaître des chevaux aux qualités bien spécifiques, assez polyvalents et mieux adaptés aux exigences modernes. Cette évolution s'est accompagnée de nouvelles méthodes de dressage et d'entraînement, elles aussi plus en phase avec une équitation moderne. C'est ainsi que l'on a pu assister à l'apparition de nouvelles races de chevaux, parfois appelées des races synthétiques. Elles sont le résultat de croisements et de recherches essentiellement menés pour répondre aux besoins de l'homme. Ainsi, les chevaux n'ont-ils plus besoin d'une peau épaisse pour se protéger des épines ou limiter les déperditions de chaleur et d'énergie. Aujourd'hui, leur peau plus fine et plus sensible peut tout à fait être protégée et réchauffée par une couverture. Il n'est même plus nécessaire de contrôler leur croissance, puisque même les chevaux de grande taille reçoivent directement dans la mangeoire de leur box les rations de nourriture correspondant à leur stature et à leur poids. La plupart des races actuelles sont des races de chevaux de sport. En effet, peu d'entre elles seraient encore aujourd'hui capables de survivre dans des conditions extrêmes, comme cela était le cas autrefois.
Si l'on a parfois recours au terme « synthétique » pour qualifier ces nouvelles races, c'est évidemment pour rappeler qu'elles sont bien le fruit de l'intervention de l'homme. Lorsqu'on cherche à créer une nouvelle race, certains objectifs s'imposent et il faut tout mettre en œuvre pour les atteindre. La vitesse pour certains spécimens, la beauté, la puissance ou la docilité pour d'autres. Ainsi, ce travail de génétique produit-il des chevaux parfaitement adaptés à certaines disciplines spécifiques, mais parfois incapables de bien se comporter dans d'autres. Cependant, s'il souhaite maintenir les caractéristiques spécifiques de ces nouvelles races, l'homme doit continuer à miser sur la génétique. Dans le cas contraire, c'est la nature qui risque de prendre le dessus. La taille ou la beauté cesseront donc d'être des critères fondamentaux. Par ailleurs, une santé trop fragile provoquerait inévitablement la disparition des spécimens les plus faibles, et seuls quelques rares chevaux parviendraient à survivre en liberté. Le dessein et les objectifs de l'homme diffèrent hélas bien souvent de ceux de la nature. L'idéal résiderait dans un juste équilibre entre les exigences humaines et les lois naturelles. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Dans le monde entier, une véritable activité socio-économique s'est développée autour du monde équestre. Les chevaux constituent sans nul doute l'espèce animale qui voyage le plus à travers le monde après l'homme et les oiseaux migrateurs. En passant régulièrement d'un pays à l'autre, ils représentent donc un facteur très important de transmission des maladies infectieuses, autrement dit, les maladies provoquées par un virus ou une bactérie. Les virus sont des micro-organismes qui transmettent une information génétique en se multipliant au sein des cellules vivantes qu'ils infectent. Comme tous les organismes vivants, les virus, de par leur nature, cherchent à se reproduire et développent pour cela des cycles biologiques complexes. Certains virus utilisent les vertébrés comme cellules hôtes sans pour autant les infecter. D'autres se propagent par l'intermédiaire d'insectes hématophages ou développent des stratégies pour échapper à la vigilance des cellules du système immunitaire de l'organisme hôte. Les chevaux sont particulièrement exposés aux virus lorsqu'ils sont soumis à des entraînements ou des concours intensifs, mais aussi lorsqu'ils voyagent et sont donc en contact régulier avec d'autres chevaux. Parmi les maladies virales qui frappent les chevaux, on trouve la grippe équine, une maladie infectieuse des voies respiratoires supérieures se manifestant par la fièvre et la toux. Son taux de mortalité est relativement faible, mais cette affection est très contagieuse et sa propagation très rapide. En quelques heures, elle peut frapper tous les chevaux d'une écurie. Elle entraîne bien souvent l'annulation de concours et de compétitions. Les chevaux sont aussi atteints par des herpesvirus, une famille de virus à ADN. Parmi eux, citons d'abord la rhinopneumonie équine, une infection des cavités nasales et des poumons frappant en particulier les jeunes chevaux. On trouve également le virus de l'encéphalomyélite équine, qui affecte le système neurologique, ou encore l'herpesvirus, plus connu sous le nom de virus de l'avortement. L'un comme l'autre sont très dangereux. Le premier, souvent mortel, entraîne de fortes fièvres, des vertiges et une paralysie d'abord partielle, puis totale. Quant au second, il constitue, comme son nom l'indique, l'un des principaux facteurs d'avortement chez les juments. Autre herpesvirus, celui de l'exanthème coïtal, qui se transmet lors de l'accouplement. Il se caractérise par des lésions au niveau des organes génitaux externes, aussi bien chez les mâles que chez les juments. L'artérite virale équine est une maladie virale contagieuse qui se transmet soit par voie respiratoire, soit par voie vénérienne. Elle se caractérise par de la fièvre, un état d'abattement et des œdèmes des membres,
mais peut également entraîner des avortements ou bien la naissance de poulains affaiblis. La peste équine africaine est une maladie infectieuse très grave, transmise par les piqûres de moucherons, dont le taux de mortalité est très élevé chez les chevaux. Les foyers de peste équine hors d'Afrique sont rares. Quant au rotavirus équin, il provoque des diarrhées aiguës chez les poulains jusqu'au 4e mois. Il peut être mortel dans les cas de déshydratation grave ou d'ulcère gastro-duodénal. L'encéphalite équine orientale, occidentale et vénézuélienne sont des virus qui se limitent à certaines régions du continent américain. Ces virus se transmettent par les moustiques et leur réservoir naturel est constitué par les oiseaux sauvages vivant dans les marais. Ils sont également transmissibles à l'homme. Les symptômes chez les chevaux infectés sont de fortes fièvres, des troubles de la démarche et des troubles cérébraux. Le taux de mortalité de ces virus est très élevé. L'anémie infectieuse équine est due à un virus très proche de celui de l'immunodéficience humaine, VIH. Les signes cliniques sont un état fiévreux, une baisse de forme, une perte de poids. Dans sa forme aiguë, l'anémie infectieuse est très souvent mortelle. Le virus de l'anémie est transmis par des insectes hématophages, comme les tans, mais également par des aiguilles ou du matériel chirurgical mal stérilisé. La stomatite vésiculeuse est une maladie contagieuse qui affecte les chevaux, les bovins et les porcins. Elle présente des signes cliniques analogues à ceux de la fièvre afteuse, à savoir l'apparition de vésicules sur la langue, les lèvres et les muqueuses buccales. Le papillomavirus ou sarcoïde équin provoque des tumeurs cutanées qui se présentent le plus souvent sous la forme de verrues, affectant plus particulièrement la tête et l'encolure. Dans la plupart des cas, un vétérinaire peut établir un diagnostic clinique, mais il est préférable d'envoyer des échantillons à un laboratoire pour en avoir la confirmation. Le diagnostic de laboratoire consiste à effectuer des prises de sang, des prélèvements de tissu à l'aide d'écouvillons nasales, ou bien encore des prélèvements d'organes ou de tissus sur un cheval mort suite à l'infection. Le traitement des chevaux infectés par ces virus se base essentiellement sur l'administration de vitamines, d'antipyrétiques et d'anti-inflammatoires, recommandés par le vétérinaire et adaptés aux différents symptômes. Les mesures de prévention ont évidemment pour objectif d'éviter l'introduction du virus, mais aussi de diagnostiquer le plus rapidement possible les chevaux malades afin de les isoler. Il faut également désinfecter l'ensemble du matériel utilisé avec les chevaux malades ou suspects, c'est-à-dire la litière, les instruments chirurgicaux, l'équipement, les véhicules de transport. La prévention s'appuie aussi sur l'administration de vaccins assurant une protection efficace contre la maladie sur la majorité des chevaux. Enfin, pour préserver leur santé, il faut être responsable et éviter de rentrer en contact avec des sujets suspects. Pour exprimer au mieux son potentiel, un cheval a besoin que ses aplombs soient les plus réguliers possibles. Idéalement, il faut veiller à la bonne conformation et à la bonne orientation des membres d'un poulain dès ses premières semaines de vie, de manière à pouvoir anticiper et corriger d'éventuels défauts d'aplomb. Lorsque les aplombs d'un poulain sont réguliers à sa naissance, il est d'usage de procéder à un premier parage de ses pieds au bout de 3 ou 4 semaines, puis d'effectuer une visite de contrôle toutes les 4 semaines jusqu'au 6e mois du poulain. Ensuite, il est conseillé de laisser un intervalle de 6 semaines entre 2 parages, un peu comme entre 2 ferrages pour un cheval adulte. À ce propos, il est recommandé d'habituer très tôt les poulains à donner les pieds, de manière à faciliter les futures manipulations du maréchal Ferrand. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit d'un poulain déjà grand qui, bien que très docile, n'a pourtant jamais été préparé à une intervention du maréchal Ferrand. En tentant d'attraper le poulain, le maréchal Ferrand a en effet constaté qu'il n'avait jamais été éduqué en ce sens.
Il a donc préféré ne pas prendre de risques en demandant à 2 autres personnes de l'aider à maintenir le poulain à l'arrêt. Dans ce genre de situation, il est préférable et moins dangereux de travailler dans un box avec une litière. Il faut naturellement avoir à disposition tout le matériel nécessaire, rangé si possible dans une boîte relativement petite, de manière à ne pas effrayer le cheval. 2 personnes sont nécessaires pour maintenir le cheval, l'un tenant la tête, l'autre la queue. Une petite astuce consiste à gratter et à caresser le poulain au niveau du garrot pour le détendre et le mettre en confiance. Les conditions sont alors réunies pour commencer le parage sur le premier pied. Après une analyse du sabot et de l'aplomb du membre, on commence donc à nettoyer le dessous du sabot avant de retirer l'excès de corne, en commençant par le talon pour finir par la pince du sabot. On démarre généralement par les pieds postérieurs, car le cheval a tendance à les donner plus facilement. Mais dans le cas présent, le poulain a donné ses antérieurs sans résistance. On a donc commencé par là. Il faut toujours veiller à être bien positionné par rapport au cheval pour éviter de recevoir un coup de pied de sa part s'il s'impatiente. On continue ensuite à nettoyer et à parer la muraille du sabot à l'aide d'une lime ou d'une râpe. Si le poulain s'impatiente et commence à opposer une résistance, il faut le ramener près de sa mère pour continuer l'opération en toute tranquillité. Il peut même parfois arriver que le poulain cherche à s'allonger par terre. Il faut tout faire pour l'éviter. Quand on sent qu'il se laisse tomber, il faut donc rapidement réagir en lui maintenant la tête et en soulevant sa queue. On poursuit ensuite l'opération avec le parage du pied postérieur droit, en répétant l'opération désormais bien connue de taille de la corne. Mais le poulain auquel nous avons affaire est coriace et cherche une nouvelle fois à s'allonger. Il faut s'assurer que la mère est docile et d'un tempérament assez calme. Si ce n'était pas le cas, le poulain serait en effet autrement plus difficile à contrôler. Il faut donc l'obliger à se relever. Il s'exécute, mais semble plutôt énervé, comme le montre clairement le mouvement de ses oreilles. Et comme on pouvait s'y attendre, il manifeste cet énervement par un joli coup de pied. Mais heureusement, le cheval est un animal noble, qui prend la peine d'annoncer ses intentions avant de passer aux actes. Il faut poursuivre le parage dès qu'il s'est un peu calmé. Mais il tient toujours à s'allonger et c'est inutile de l'en dissuader. Il est donc préférable de bien l'accompagner au sol pour empêcher que sa tête ne cogne contre le mur du box. Une fois au sol, il faut toutefois essayer de le maintenir immobile pour éviter cette fois-ci que sa tête ne heurte le sol. Il ne reste plus alors qu'à terminer le travail sur le pied antérieur droit, le poulain allongé au sol. Ce n'est pas banal, mais au moins le parage des 4 pieds est complété. Avant de le laisser repartir, il n'est pas inutile de le récompenser par une caresse ou une friandise pour le rassurer et le mettre en confiance. Si le poulain ne garde pas un trop mauvais souvenir de cette première expérience de parage, la prochaine n'en sera que plus facile. Il est temps désormais de laisser le poulain aller chercher du réconfort auprès de sa mère, car il l'a bien mérité.
Les cavaliers souhaitant acquérir un bozal recherchent généralement le modèle qui pourra leur offrir le meilleur rapport qualité-prix. Il doit donc s'agir d'un bozal présentant les caractéristiques suivantes: un prix accessible, une bonne résistance à la traction, une durabilité dans le temps, un soin particulier apporté aux finitions. Enfin et surtout, le bozal doit offrir au cavalier un meilleur contrôle de sa monture. Le bozal Martin Ardeuil a été conçu et dessiné pour satisfaire les exigences des cavaliers et des cavalières qui font leurs premières armes en dressage. Le bozal a été testé avec des chevaux de toutes les tailles et de tous les âges. Il a donc fallu créer un système de réglage relativement simple. En outre, l'usage de matériaux très résistants s'est avéré indispensable compte tenu des différents degrés de docilité des chevaux. En effet, certains d'entre eux secouent énergiquement leur tête en tirant sur le harnais pour essayer de s'échapper. Le manque d'expérience des cavaliers a donc poussé les créateurs de ce harnais de tête à opter pour un modèle à la fois simple et sûr, mais surtout rapide à placer et à enlever. La méfiance affichée par certains chevaux au moment où l'on touche leurs oreilles pour enfiler le harnais a également mis en évidence la nécessité de faciliter cette opération, parfois délicate. Enfin, face au mauvais caractère de certains étalons ou de chevaux mal dressés, il était aussi indispensable d'adopter un système qui permet de les contrôler sans courir de risques. Autrement dit, le bozal a résolu nombre des petites et grandes difficultés qui se présentaient aux cavaliers dans l'approche et le contrôle de leur monture. L'une des principales innovations de ce bozal a été de remplacer le cuir classique des bozals traditionnels. Le polypropylène s'est en effet avéré très résistant à l'eau et au soleil, tout comme à la traction. Le choix d'une têtière, la partie du harnais qui se place derrière les oreilles du cheval, large et souple, a permis de réduire le risque de blessure, notamment chez les chevaux qui ne sont pas habitués à être attachés et qui ont donc tendance à tirer sur le harnais. Deux anneaux, situés sur le côté gauche, permettent de bloquer et de régler la courroie latérale du harnais pour adapter sans difficulté le bozal aux dimensions de l'encolure, et ce, sans avoir recours à des boucles qui pourraient blesser le cheval ou abîmer le matériel. Ces courroies sont par ailleurs équipées de bandes velcro qui permettent de les attacher très facilement. Pour les chevaux plus dociles, il existe des modèles plus légers et plus économiques. Une muserolle vient ensuite entourer le nez du cheval. Doublée en nylon, elle permet de contrôler les étalons et les chevaux trop fougueux sans les blesser, grâce au système de régulation de la pression qui, par l'intermédiaire d'un anneau latéral, agrandit ou rétrécit la muserolle et régule son action sur le nez du cheval. Cet anneau latéral est très précieux, aussi bien pour enseigner aux jeunes chevaux à travailler à la longe que pour apprendre aux plus craintifs à se laisser mener en main. Avec des chevaux dociles, on peut également utiliser directement la longe fixée à l'anneau d'attache central pour les mener en main. Cet anneau permet aussi d'attacher le cheval en toute sécurité. En effet, s'il tire sur le harnais, la pression s'effectue sur son encolure par l'intermédiaire du montant de la têtière, relié aux deux anneaux inférieurs par l'alliance, la courroie située sous la mandibule du cheval. Sur les côtés de la muserolle, on trouve deux autres petits anneaux qui servent à mener et contrôler le cheval par le nez dans le cas où ses gencives seraient trop sensibles. C'est également une option à privilégier durant la période d'éruption des canines ou crochets chez le mâle. Ici, le bozal joue alors un peu le même rôle que le hackamore. Entre la têtière et la muserolle du bozal se trouve une courroie assez fine qui permet de régler et d'attacher les différents éléments du harnais sur la tête du cheval afin qu'il puisse travailler correctement.
2 petits anneaux rendent cette opération très simple, sans qu'il soit nécessaire de faire des nœuds. Ainsi, le bozal peut s'adapter aussi bien aux chevaux adultes qu'aux poulains de petite taille, et avec la même efficacité. Les éléments métalliques, comme les anneaux, sont réalisés en fer galvanisé pour éviter la corrosion. La courroie de réglage du bozal n'étant pas fixée aux anneaux latéraux, mais bien cousue à la partie supérieure de la muserolle, cette dernière doit rester ouverte jusqu'à ce que l'on enfile le harnais sur la tête du cheval, ce qui permet de mieux le contrôler avec la main restée libre. Le bozal Martin Ardeuil a été conçu pour aider tous ceux qui travaillent avec les chevaux. Tous les éléments qui le composent ont été testés dans des conditions réelles et garantissent son efficacité. À vous d'en juger. Tous les chevaux correctement dressés et bien équilibrés sont capables de réaliser des changements de pied à la demande du cavalier. Mais il faut savoir que les chevaux changent naturellement de pied en liberté lorsqu'ils changent de direction. En effet, c'est le déséquilibre provoqué par le changement de direction qui les pousse à changer de pied. Pour pouvoir demander un changement de pied au cheval, 2 conditions sont indispensables, le rassemblé et l'impulsion. Le rassemblé, comme on l'a déjà vu, permet au cheval de se grandir en abaissant ses hanches et en engageant ses postérieurs sous sa masse, son encolure s'élevant en une courbe harmonieuse, la tête légèrement en avant de la verticale. La main du cavalier doit être légère et fixe, de manière à maintenir un contact constant et sans à-coups avec la bouche du cheval. L'impulsion, quant à elle, doit être favorisée et stimulée par le cavalier qui pousse sa monture avec ses jambes. Toutefois, il faut savoir adapter cette aide, car la sensibilité du cheval varie d'un spécimen à l'autre. En général, si le cavalier connaît bien sa monture, il sait si l'action des jambes est suffisante ou s'il faut la renforcer par une action de l'éperon afin d'obtenir l'impulsion et la puissance désirée. Certains chevaux démontrent toutefois un réel désir de se porter en avant avec énergie et poussent parfois plus que les autres, obligeant alors le cavalier à retenir et à contrôler davantage sa monture. C'est ce que l'on appelle l'impulsion naturelle. Lorsque ces 2 attitudes, le rassemblé et l'impulsion, sont associées, on peut imaginer sans difficulté la puissance du cheval rassemblée entre les jambes du cavalier et l'embouchure, prête à exploser à tout moment. Voilà pourquoi, à chaque fois que l'on relâche les rênes ou l'action de la jambe, le cheval se porte en avant en livrant pleinement ses forces. Il s'agit là des concepts de base concernant les aides pour demander un changement de pied. Au galop, l'impulsion et la puissance du cheval sont très importantes. Conséquence, le moindre changement de direction et le moindre mouvement du corps du cavalier en selle entraînent un déséquilibre que le cheval doit rapidement compenser pour éviter la chute. C'est la raison pour laquelle il change de pied aussi bien avec les antérieurs qu'avec les postérieurs afin de se rééquilibrer. On sait que l'impulsion et les mouvements du cheval proviennent de l'arrière-main et se transmettent aux antérieurs. Il faut rappeler à ce propos que les changements de pied obéissent à la même règle et à la même logique. Il est donc essentiel que le corps du cavalier agisse davantage sur l'arrière-main de sa monture que sur son avant-main. En effet, si le cavalier porte son corps en avant pour demander un changement de pied, il décharge son poids de l'arrière-main et le reporte sur l'avant-main du cheval, ce qui pousse ce dernier à changer de pied avec les antérieurs, mais pas avec les postérieurs. Les exercices latéraux, comme la cession à la jambe, l'épaule en dedans ou la tête au mur, donc hanche en dedans, sont très utiles, car ils apprennent au cheval à diriger son corps dans la direction opposée à la jambe qui le stimule. Pour enseigner le changement de pied au cheval, on commence par le faire galoper sur une figure imaginaire composée de 2 cercles consécutifs d'au moins 10 mètres de diamètre chacun, formant un 8 de chiffres. La tangente commune aux 2 cercles doit constituer une ligne droite d'environ 6 ou 7 mètres de long.
Depuis le centre de cette ligne droite, il faut lancer le cheval au galop en direction d'un côté jusqu'à ce qu'il soit bien cadencé et équilibré. Une fois que le cheval est bien concentré sur les cercles, on lui demande d'effectuer un demi-arrêt sur la tangente, puis on le fait redescendre au trot. On enchaîne ensuite sur l'autre cercle. Par une action de la jambe opposée, on le fait repartir au galop en portant le corps bien en arrière. De cette manière, le cheval va repartir au galop tout à fait naturellement, en changeant de pied et en passant du galop à droite au galop à gauche, ou inversement. Il faut répéter l'exercice des deux côtés, en réduisant progressivement le trot sur la ligne droite pour obtenir le nouveau départ au galop. Ainsi, le cheval se prépare lentement à arriver au centre de la tangente pour effectuer le demi-arrêt, portant ses postérieurs en avant pour un nouveau changement de pied. Petit à petit, on va sentir qu'en arrivant au centre du 8 de chiffre, le cheval se prépare de lui-même à changer de pied, sans forcément passer par le demi-arrêt. Naturellement, cela peut s'avérer un peu plus difficile à réaliser si le cheval est trop lent. Mais avec une bonne impulsion et une attitude rassemblée, il est possible de corriger rapidement ce défaut. Par ailleurs, le travail de contre-galop se révèle également très utile. En effet, le cheval, qui ne l'apprécie guère, réalise les changements de pied plus rapidement, justement pour éviter ces exercices fastidieux. Une fois que le cheval réalise correctement les changements de pied, il faut lui demander de les exécuter sur une ligne droite, au galop et par série. D'abord tous les 4 temps, puis tous les 3 temps, et enfin tous les 2 temps. La perfection est atteinte lorsque le cheval change de pied à chaque foulée. Il semble danser en s'incurvant légèrement à droite, puis à gauche. On dit alors qu'il change de pied au temps. Tout ce qui touche à la santé du cheval revêt une importance capitale. Les propriétaires se doivent de maintenir leurs chevaux en bonne santé et de les protéger des blessures en intervenant le plus tôt possible et de la meilleure manière qui soit. Il s'agit entre autres de réaliser des piqûres pour effectuer une prise de sang ou procéder à un apport en vitamines. Cela consiste aussi à appliquer une crème cicatrisante ou anti-inflammatoire sur les régions occasionnant des douleurs importantes. Il peut s'agir également de limer une dent douloureuse, de nettoyer la bouche et de glisser sur la langue du cheval un comprimé antiparasitaire dont le goût est souvent extrêmement désagréable. En d'autres termes, soigner un cheval n'est pas qu'une partie de plaisir. C'est aussi pour lui une source de douleur et de gêne qu'il ne comprend pas et dont il ignore l'origine. Il ne se montre donc pas forcément toujours très coopératif. Lorsqu'on doit procéder à une intervention de ce genre et lui prodiguer des soins, il est conseillé avant tout de bander les yeux du cheval afin d'éviter d'éventuelles réactions indésirables de sa part provoquées par la vue de certains objets. De plus, cela permet d'éviter que le cheval ne fasse le rapprochement entre son propriétaire et ses interventions souvent désagréables et parfois douloureuses. Mais lorsque le cheval ne voit plus, il perd toute notion de l'espace et se renferme en quelque sorte sur lui-même. Il devient subitement timide et emprunté. Cette attitude est un moyen de dire à celui ou ceux qui s'occupent de lui « Ne me faites pas de mal, je suis sans défense ». La position des oreilles, de la tête et de l'encolure laisse en effet transparaître toute son appréhension. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut le caresser, sur le chanfrein ou l'encolure, et le rassurer en lui donnant une friandise ou une ration de nourriture. Cela va soulager sa nervosité et son inquiétude, tout en délivrant de l'endorphine, déclenchant chez lui une sensation de plaisir et d'apaisement. Il va donc détendre ses muscles et manger parfois avec précipitation. On peut le toucher sur l'ensemble du corps afin de le désensibiliser progressivement en restant très vigilant. C'est aussi un moyen de le rassurer et d'atténuer sa nervosité. Il faut toucher le cheval en partant des zones les moins sensibles pour aller vers les régions les plus sensibles et les plus chatouilleuses. Une fois que ses muscles sont détendus,
le moment est venu d'effectuer l'injection, toujours dans le plus grand calme. Si le cheval oppose une résistance à l'une de ces interventions et qu'il existe un réel risque pour l'intervenant, il est préférable de soulever l'un de ses antérieurs et de l'attacher pour éviter de recevoir un coup de pied. S'il s'agit d'un traitement par aérosol, il faut savoir que les chevaux y sont très sensibles. Il est donc conseillé, pendant l'opération, de ne pas appuyer les mains sur les membres du cheval pour éviter qu'il ne rue. Dans le cas de lésions cutanées, une solution simple et efficace consiste à badigeonner la plaie avec un tampon de coton couvert de crème cicatrisante. Des mouvements rapides permettent également de ne pas trop gêner le cheval. Il ne faut jamais oublier qu'une plaie ouverte est très douloureuse. Pour intervenir dans la bouche du cheval, il est recommandé de glisser un doigt dans la commissure des lèvres à l'endroit où il n'y a pas de dents. Cela va l'inciter à ouvrir sa bouche pour repousser le doigt avec sa langue. Il faut donc en profiter pour introduire la pipette d'antiparasitaire ou bien encore la lime si l'on souhaite limer une dent. Le cheval est doté d'une peau très sensible, dont les récepteurs nerveux lui permettent de sentir jusqu'à la présence d'une mouche posée sur son dos. En étant aveuglé, le cheval est apeuré. Il va donc sécréter de l'adrénaline et bloquer temporairement sa sensation de douleur. C'est le moment d'en profiter et de donner à notre cheval les soins les plus douloureux afin qu'il souffre le moins possible. Par nature, les chevaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, sont habitués à vivre en harde. Leur organisation sociale est très simple. Certains membres du groupe sont dominants, d'autres sont dominés. On trouve donc d'un côté des meneurs, appelés aussi des référents, et de l'autre des chevaux qui se laissent guider. On peut aussi parler de leaders qui inspirent confiance et avec lesquels les chevaux dominés se sentent en sécurité. Chaque cheval en protège un autre. Cette chaîne qui fait qu'un cheval peut être le dominant de l'un et le dominé de l'autre constitue leur meilleur moyen de défense. Certains chevaux dominants, appelés parfois alpha, jouissent d'une autorité bien particulière qui ne s'étend pas forcément à tous les domaines. Ces sujets sont généralement plus solitaires que les autres, mais leur rôle demeure celui d'assurer la sécurité des autres membres du groupe. Ce sont un peu des sentinelles qui se mettent à l'écart pour prévenir le danger et détecter l'éventuelle présence de prédateurs. Bien souvent, ils délimitent un espace bien précis pour eux et pour le groupe, espace dont ils interdisent l'accès à tout cheval étranger à la harde. Lorsqu'un nouveau cheval se présente dans une harde déjà formée et à la hiérarchie bien établie, il est souvent mal accueilli. Morsures, coups de pied et interdiction de pénétrer dans l'espace délimité. Les membres du groupe ne le laissent pas boire en leur compagnie et lui interdisent l'accès à la nourriture, le tenant ainsi à l'écart. Cela se traduit aussi bien par des menaces que par des comportements vraiment violents. En revanche, lorsqu'un cheval vit au box, il accepte plus facilement un nouvel arrivant, qu'il s'agisse d'un homme qui vient s'occuper de lui ou d'un cheval en quête d'une protection. Car l'effet de groupe existe aussi chez les chevaux. En harde, ils se révèlent beaucoup plus agressifs envers les nouveaux arrivants. Toutefois, rien n'est parfaitement établi et un cheval qui vit seul au box peut également se montrer agressif envers un nouveau congénère de l'écurie. En effet, c'est sa façon de protéger les hommes et les lieux qui lui sont familiers et qui représentent d'une certaine façon son environnement social. En réagissant ainsi, il défend ce qu'il considère comme sa propriété, un box, un enclos ou même un lad. Lorsqu'on est confronté à ce genre de situation conflictuelle, il est essentiel de parvenir à faire socialiser les anciens chevaux avec les nouveaux venus, ce qui est loin d'être simple. Il faut commencer par séparer du groupe à la fois le cheval dominant et le nouvel arrivant, en les plaçant l'un et l'autre dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Rappelons que le cheval dominant, outre son groupe, défend également son territoire. Ils doivent se retrouver à proximité l'un de l'autre, dans un même espace comme un enclos par exemple, mais séparés par une palissade ou une clôture électrique. Il faut également qu'ils puissent manger ensemble, séparés seulement par la palissade. Ils vont ainsi apprendre progressivement à partager l'eau et la nourriture et donc à socialiser, même si pendant un certain temps les menaces
vont continuer de régir leur mode de communication. Par la suite, pour accélérer le processus et réduire les risques, il est possible d'avoir recours à un autre système qui consiste à placer un licol sur chacun des deux chevaux, puis à relier les deux licols avec une longe ou une corde assez courte, obligeant les deux chevaux à rester face à moins de 80 cm de distance. Ce système empêche notamment le cheval dominant de mordre ou de blesser son congénère, car la longueur de la corde ne lui permet pas d'atteindre les zones les plus sensibles aux morsures. De plus, la longueur de la corde empêche également le cheval dominant de se retourner pour donner un coup de pied et protège donc l'autre cheval. Lorsque le cheval dominant est particulièrement agressif, il est conseillé de lui bander les yeux, ce qui va l'obliger à se laisser guider par le nouvel arrivant pour aller boire et manger. On crée ainsi une dépendance chez le sujet dominant. En ce qui concerne maintenant l'intégration dans le groupe, on peut affirmer dans ces cas-là qu'il est rare de voir les autres membres de la harde agresser le nouveau venu ou se montrer violents envers lui, pour la simple et bonne raison que cela reviendrait pour eux à agresser celui qui a toujours été leur leader, à la fois référent et protecteur. Il faut toutefois rappeler que la cohabitation entre les chevaux n'est pas forcément synonyme d'entente cordiale. Certaines intimidations peuvent continuer à se produire. C'est d'ailleurs tout à fait normal. En effet, même si l'intégration d'un nouveau cheval n'est pas toujours parfaite, l'essentiel est de parvenir à faire disparaître complètement les attitudes et les comportements violents qui nuisent à la paix du groupe et à la santé des chevaux.